matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, ce qui attend les futurs bacheliers, comment pourront-ils choisir leur entrée à l'université et comment l'université va-t-elle les choisir? La mise en place du nouveau système aujourd'hui s'annonce parfois difficile, on va le voir dans un instant. Et à 8h15 avec les deux ministres concernés, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, nos invités. Catherine Deneuve persiste et resigne. Rien dans le texte qu'elle a approuvé ne prétend que le harcèlement a du bon, écrit-elle dans Libération, mais elle présente ses excuses aux victimes d'actes odieux qui ont pu se sentir agressées par cette tribune. Le secret du débat d'entre-deux tours mis au jour, une note adressée à Marine Le Pen lui recommandait d'être à l'offensive, de dégrader l'image de Macron, quitte à perdre en crédibilité. Note signée Damien Philippot. Dans ce journal encore, le casse-tête de la taxe d'habitation, Nicolas Barré, le débat sur la bioéthique qui agite l'Europe, une opération prison morte aujourd'hui après l'agression de 3 surveillants et un arbitre de Ligue 1 qui tente de faire trébucher un joueur avant de l'expulser, image surréaliste hier soir à Nantes. Une place pour chacun ou chacun à sa place? C'est ce matin qu'ouvre Parcoursup, la nouvelle plateforme d'entrée à l'université, un système qui va déterminer le futur de centaines de milliers d'adolescents, des lycéens de terminale qui pourront à partir de lundi prochain inscrire leurs vœux d'études supérieures. Mais dans les facs, la grogne monte contre une sélection qui ne dit pas son nom, Virginie Salmen. Dans au moins 6 universités, les enseignants-chercheurs refusent de sélectionner les étudiants sur dossier. Alors ils vont faire quelque chose de très simple, répondre oui à toutes les candidatures. Par exemple, à Clermont-Ferrand, c'est ce qui va se passer dans la moitié des filières, nous dit Cyril Triolaire, professeur en lettres et sciences humaines. Répondre oui à toutes les candidatures, c'est une manière de dire que nous refusons ce qui est une sélection déguisée et une mise en concurrence des lycéens. Nous savons qu'il y a des collègues qui, à Rennes 2, à Aix-Marseille 1, à Paris 1, à Strasbourg, vont aussi procéder exactement de la même manière. C'est une manière très claire de mettre l'État, le gouvernement devant ses responsabilités. Pour eux, le diplôme du bac donne accès de droit à l'université. Pas question de remettre en cause ce principe du Code de l'éducation. De leur côté, les présidents d'université eux-mêmes affirment que le tri des dossiers ne sera pas optimal cette année. Au vu des délais très courts, ils vont vraisemblablement avoir recours à un pré-tri automatisé des candidatures. En clair, les universités vont se baser essentiellement sur les notes de première et terminale du futur étudiant. Et Virginie Salmen, comment les universités pourront-elles répondre à ces millions de vœux? Comment les futurs bacheliers seront-ils orientés? Les deux ministres concernés, Jean-Michel Blanquer, Éducation, et Frédérique Vidal, Enseignement supérieur, seront donc nos invités à 8h15. Lactalis, le président de l'association des familles de victimes, reçu ce matin par Bruno Le Maire, il dit refuser qu'on achète son silence par une simple indemnisation. Encore un passage à niveau meurtrier à côté d'Auxerre, dans l'Yonne. 2 jeunes d'une vingtaine d'années sont morts dans leur voiture, percutés par un TER. Leur véhicule s'est engagé alors que le feu clignotait, avant de se retrouver coincé entre les deux barrières. La politique, voilà 8 mois qu'on se demandait ce qui s'était passé dans la tête de Marine Le Pen au soir du 3 mai lors de son débat du second tour face à Emmanuel Macron, vous vous souvenez? Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Eh bien ce matin on sait, c'est une note signée Damien Philippot, l'ancien sondeur, frère de Florian, document publié par les sites BuzzFeed et Mediapart. La patronne du VFN se voit préconiser une sorte de stratégie kamikaze, conseil suivi à la lettre, Maxence Lambrec. Nous n'avons rien à perdre, c'est la première phrase de la fiche dite générale envoyée à Marine Le Pen la veille du débat. L'objectif est de dégrader l'image de Macron, quitte à perdre en crédibilité pour pousser des gens dans l'abstention, écrit ensuite Damien Philippot, le frère de Florian, conseiller de la campagne. Il liste les objectifs, noir sur blanc, l'amener à s'énerver et à se montrer arrogant, toujours être souriante. Marine Le Pen en est persuadée, c'est en renvoyant, je cite, de la haine à cet homme qui a toujours besoin d'être adulé qu'elle réussira à le faire trébucher. C'est ce qu'elle m'avait confié une semaine avant le duel. Un face-à-face qu'elle n'a presque pas préparé. Marine Le Pen commande des fiches quelques heures avant. L'une d'elles arrive à 18h alors qu'elle s'apprête à rejoindre les studios de la Plaine Saint-Denis. Elle les découvre en direct, assure un de ses conseillers, Mickaël Herminger. Sur une fiche, on peut lire ce conseil: ne jamais rentrer dans les détails, puisque, je cite, il sera toujours meilleur sur le plan technique. C'est sans doute pourquoi Marine Le Pen restera sans cesse dans les formules et les attaques. Mickaël Herminger considère aussi que c'est une histoire de paresse.
Marine Le Pen n'imaginait jamais que ce débat allait lui coûter si cher, si longtemps. Maxence Lambrec, au PS, un candidat de plus pour la tête du parti, une candidate. Delphine Batho, ex-ministre de l'écologie, l'annonce dans Le Parisien avec cette phrase: le PS, c'est une petite mafia politique. Promesse du gouvernement, il n'y aura pas de nouvel impôt pour compenser la fin de la taxe d'habitation. Bruno Le Maire l'a même tweeté avec des majuscules et un point d'exclamation. Le problème, Nicolas Barré, c'est qu'on ne voit pas bien quelle pourrait être la solution. Oui, voilà, l'équation est simple. Il va falloir trouver 8,5 milliards d'euros pour financer la suppression totale de la taxe d'habitation. Or, cette baisse d'impôt n'était pas prévue au programme. Emmanuel Macron avait promis de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des contribuables. En l'étendant à 100%, eh bien, le gouvernement se prive de recettes considérables, même avec beaucoup d'imagination. On voit mal comment il pourra récupérer ces recettes sans impôt nouveau, sauf à jouer sur les mots. Alors, plusieurs scénarios sont quand même envisagés. Oui, une première option consisterait à réserver une part d'un impôt national, par exemple un bout d'impôt sur le revenu ou de TVA, aux collectivités locales, mais on voit bien que ça ne fait que déplacer le problème et ça crée un trou dans le budget de l'État. Une autre option consiste à redistribuer des impôts entre collectivités, par exemple des départements vers les communes. C'est une autre piste à l'étude, mais qui revient aussi à déplacer le problème. La vérité, telle qu'elle émane aujourd'hui de Bercy, et c'est ce que prouvent ces pistes de travail, eh bien, c'est que le gouvernement ne sait pas à ce jour comment financer la suppression totale de la taxe d'habitation sans augmenter les impôts. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. La police vient de déloger les 150 gardiens de prison qui bloquaient les portes de Fresnes. Blocage également à Villepinte, Meaux, Le Havre, Nancy, Marseille, etc. Les syndicats de surveillants appellent à une journée de prison morte après l'agression de 3 dealers par un détenu islamiste. La semaine dernière, cela s'était passé à la prison de Verdun-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où Bernard Chalureau est représentant de FO pénitentiaire. Le malaise est profond. Aujourd'hui, notre métier, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Et puis de toute manière, on se fait taper dessus tous les jours et on a l'impression que nos politiques ne nous suivent pas. Chez nous, on n'est pas considéré. Notre ministre est complètement déconnecté. Il ne maîtrise pas du tout le sujet aujourd'hui des prisons. Elle ne comprend pas cette colère. Je pense qu'il y a un déni total et une condescendance totale de notre profession et on ne nous écoute pas. On doit nous donner des moyens qu'on n'a plus aujourd'hui. Les copains viennent travailler la boule au ventre aujourd'hui. C'est pas possible. Les gens ont peur, ils sont en dépression. Il y a un taux de suicide exponentiel chez nous. Et on n'en parle jamais. On parle d'Orange, on parle de tout ça, on parle de la police. Mais chez nous, il y a des suicides tous les jours, des situations dramatiques chez nous. Aujourd'hui, ce métier fait peur et c'est pas possible. On peut pas travailler dans des conditions pareilles. Propos recueillis par Lionel Gougelot, le directeur de la prison de Vendin-le-Vieil vient de demander à être relevé de ses fonctions. C'était l'une des revendications des gardiens. Europe 1. 8h09, la suite du journal. Patrick Cohen. PMA, GPA, fin de vie, les états généraux de la bioéthique commencent dans 3 jours sur des sujets qui sont discutés aussi chez nos voisins européens. Dans quels termes, de quelle façon, c'est l'enquête de 8h. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Il y a une grande diversité de positions en Europe sur les questions de bioéthique. Oui, par exemple, la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires est autorisée aujourd'hui dans 8 pays européens. Au nord, Suède, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique et au sud, Espagne et Portugal. Et cela s'est parfois fait sans débats enflammés comme en Espagne ou en Belgique il y a plus de 10 ans. D'ailleurs, en Espagne aujourd'hui, 120 cliniques privées proposent la PMA. En revanche, pas question de les ouvrir aux mères porteuses. Ça, c'est la fameuse GPA. La GPA qui est interdite dans la majorité des pays d'Europe. Oui, le recours à une mère porteuse n'est autorisé qu'en Grèce, au Royaume-Uni, en Belgique. Vous voyez, une liste de pays beaucoup plus courte. En France, d'ailleurs, pour le gouvernement, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Sur le sujet sensible de la fin de vie de l'euthanasie, il y a aussi des controverses en cours. Oui, très clairement. En Belgique, même si c'est autorisé depuis 16 ans, les débats actuels relancent la polémique. Depuis 2014, il est possible d'euthanasier les mineurs. Et ces derniers mois, écoutez bien, les Belges débattent même d'une évolution de la loi pour que les personnes âgées qui ne sont même pas malades, mais qui sont fatiguées de vivre, puissent y accéder. Banalisation excessive pour certains. Une chose est sûre, les Belges vont beaucoup plus loin que nous en France dans la réflexion. Parmi les derniers sujets apparus, il y a aussi la question de la modification génétique de l'embryon avant la naissance. Absolument, le débat agite une bonne partie de l'Europe, même si aucun pays n'a encore autorisé la modification d'un embryon avant la naissance, dont un des objectifs serait d'éviter des maladies graves. Beaucoup de scientifiques en fait disent qu'à ce stade c'est trop risqué. On ne sait pas quelles conséquences cela pourrait avoir sur les générations suivantes. Seule exception, le Royaume-Uni autorise depuis 1 an la modification de l'embryon uniquement pour la recherche. Enfin, sur PMA, GPA, fin de vie, la vraie nouveauté, c'est que la plupart des pays du nord de l'Europe consultent désormais la société sur ces sujets, en ouvrant d'abord les débats à l'opinion
l'opinion publique pour décider ensuite de voter une loi. Merci. Lord d'Autriche. À Nice, le procès d'assises d'une veuve noire présumée, Patricia Dagorn, accusée d'avoir séduit puis empoisonné des hommes âgés dans le but de les dépouiller. 4 empoisonnements, 2 morts et une accusée accablée par son propre fils, Guilhem. Elle voulait pas payer l'hôtel. Elle me montrait tous les bateaux de luxe, les casinos, ce genre de choses pour me faire croire qu'elle vivait pleinement avec plein d'argent. Et le soir, elle a insisté pour me présenter. Malheureusement, j'ai pas son nom, mais en tout cas, elle a dit ne t'inquiète pas, c'est pas quelqu'un qui est dans ma vie, c'est quelqu'un de qui je suis proche seulement pour son argent. Quand j'étais petit, je me rendais pas compte. Elle nous incitait souvent à tricher à l'école, à voler chez nos amis. C'est des preuves pour moi qu'elle a cette obsession. C'est au point d'être capable de manipuler des gens et peut-être même de les empoisonner. Si elle a quelque chose en tête pour elle, elle le fera quoi qu'il arrive. Quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai presque pas été étonné, quoi. Il y a quelque chose qui a déclenché en elle ce besoin frénétique de trouver de l'argent et apparemment ça n'a jamais été une idée dans sa tête de travailler pour gagner cet argent. J'en suis même venu à me demander si elle n'avait pas fait toutes ses études de droit pour améliorer ses compétences en escroquerie. Propos recueillis par Salomé Legrand et donc le procès débute aujourd'hui devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Football à Nantes, Paris s'en sort bien 1-0, mais l'image qui fait la une en France et en Europe, c'est celle de l'arbitre Tony Chaperon, accroché involontairement par un défenseur nantais, Diego Carlos. L'arbitre qui réplique par une tentative de croche-pied sur le joueur avant de l'expulser par un carton rouge. Hallucination du président du FC Nantes, Valdemar Kita. J'ai reçu, je pense, 20 SMS de le monde entier, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Espagne, en disant c'est un arbitre gag. Voilà. Toute l'Europe rigole là, hein. C'est un gag. Ah non, j'ai jamais vu ça, non. Il doit avoir les cartons pour 6 mois, rouge alors s'il a fait exprès. Parce que là, si c'est un jour qui fait ça, mais on prend 6 mois. Le président du FC Nantes avec Julien Froment. Europe.